Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama et aujourd'hui c'est le grand jour parce que nous avons enfin les informations sur les nouvelles cartes graphiques de la part d'NVIDIA et d'AMD lors de ce CES 2025. Alors je suis en direct du CES, c'est d'ailleurs la première vidéo que je fais justement sur le salon, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur les réseaux sociaux que vous aurez en description afin d'avoir plus de petites vidéos courtes sur ce que je vais voir lors de ce CES. Avant de commencer cette vidéo aussi, très important, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je tiens à quand même préciser par souci de transparence que mon voyage a été payé par NVIDIA, donc ils m'ont permis de venir au CES, mais je peux dire ce que je veux sur les annonces. Je vais donner mon avis et j'ai pas mal de choses à dire par rapport à ces RTX 5000. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses selon moi, il y a aussi des inconnus. Et évidemment, dans cette vidéo, on va aussi parler d'AMD. Et comme AMD a été les premiers à faire leur annonce lors du CES, bon, on va commencer par eux. Alors, je vais me concentrer ici sur les annonces cartes graphiques, je tiens à le préciser. Ils ont aussi annoncé des nouveaux processeurs, mais ça, j'en parlerai plus tard dans un Texama Show parce que c'est selon moi moins intéressant, on va être très honnête. Du coup, la première nouveauté au niveau carte graphique, en réalité, c'est des processeurs. Parce qu'ils ont annoncé les nouveaux Ryzen Z2. Et il y en a pas mal, il y a un Z2 Extreme, vous avez aussi un Z2 normal et un Z2 Go, comme vous pouvez voir. C'est des processeurs qui seront du coup présents dans des futurs ROG Ally, dans peut-être même un nouveau Steam Deck, on ne sait pas trop, mais en tout cas des consoles ultra portables de 7-8 pouces qui vous permettront quand même de jouer de manière raisonnable à des jeux tant que vous diminuez un petit peu les paramètres graphiques. La grosse nouveauté, c'est au niveau notamment du GPU qui va passer à du RDNA 3.5 qui est légèrement meilleur que RDNA 3.0. On aura aussi plus de graphic core, donc c'est-à-dire un GPU plus gros tout simplement. Donc on passe de 12 à 16, ce qui est une très bonne nouvelle. Et on pourra avoir un TDP jusqu'à 35 watts configurable. Le processeur, lui, sera en Weaker 16 threads et il sera basé évidemment sur Zen 5. Ça semble logique. Au niveau des autres processeurs, vous avez le Ryzen Z2, mais lui, par contre, va utiliser des anciennes technologies. Et en réalité, quand vous regardez au Ryzen Z2, il fait assez bien penser au Ryzen Z1 Extreme. Parce que c'est basiquement le Ryzen Z1 Extreme, juste avec un nouveau nom. Et peut-être certainement il coûtera moins cher. Et puis vous avez le Ryzen Z2 Go, qui lui est encore plus vieux et qui fait énormément penser à la puce qu'on a dans le Steam Deck, parce qu'on est sur un GPU RDNA 2.0. On a aussi 4 cœurs 8 threads et on a aussi du coup 12 GPU Core. Donc là c'est très similaire à ce qu'on a dans le Steam Deck. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de cette puce. Après, si elle est vraiment pas chère, si on la voit dans des appareils à genre 200 euros, 300 euros, parce que le Steam Deck est un peu plus de 300 euros, là je trouverais ça logique qu'elle existe. Mais si c'est pour nous la vendre à 500 balles, non merci. Ensuite, on passe vraiment à des cartes graphiques avec l'annonce de, oui, vous allez le voir, des RX 9070 XT et RX 9070 ou 9070 si vous préférez, je rappelle que je suis belge. Ce nom est très clairement inspiré de la nomenclature NVIDIA, parce que comme il le précise ici, ça simplifie le nom des modèles et ça correspond directement au compétiteur. Il précise pas, mais je veux dire, à part Intel, il n'y a pas grand-chose, c'est forcément NVIDIA. Donc ça fait penser du coup, et ils le mettent même sur leur slide, au RTX 4070 Ti et 4070. Et d'ailleurs, selon ce slide, on peut voir, alors je ne sais pas pourquoi les couleurs sont un peu bizarres comme ça, mais on peut voir que la 4070 Ti devra en rentrer en compétition avec la 9070, ce qui semble tout à fait logique. Et la 9070 XT sera la plus performante des deux. Je rappelle que AMD avait déjà annoncé qu'il se concentrerait sur le marché du milieu de gamme, ou en tout cas le haut du milieu de gamme, et puis on descend vers le bas de gamme aussi. Donc c'est logique qu'ils annoncent ces cartes graphiques en premier, qui se concentrent justement sur le milieu de gamme. La question qu'on va se poser maintenant, c'est qu'est-ce que ça donne au niveau performance? Quels sont les prix? On n'a aucune information, littéralement. AMD ici a fait juste une annonce que leur produit allait arriver au premier trimestre de l'année 2025. Et c'est tout. Alors, il y a quand même quelques promesses de la part d'AMD. Ils ont optimisé les compute units. Il y a le AI compute est super chargé. Ils ont amélioré, comme ils disent, le calcul de ray tracing. Et ça, c'est quelque chose qu'on attendait aussi pas mal, voire enfin des vraies bonnes performances de la part d'AMD en ray tracing. Même Intel arrive à le faire par rapport à Nvidia, donc pourquoi pas eux. Et un meilleur media encoding. Parce que l'encodeur AMD, et moi je le sais très bien parce que j'utilise une carte graphique AMD depuis plus d'un an maintenant, l'encodeur AMD
voilà, c'est pas le meilleur. Même l'encodeur Intel est beaucoup plus stable et offre une bien meilleure qualité. Donc ça fera plaisir. Mais à part ça, franchement, il n'y a aucun autre détail. On voit un petit peu des modèles annoncés des différents partenaires, ce qui semble logique. Et une autre annonce connue avec ces cartes, c'est le fait qu'elles supporteront FSR en version 4.0. Et visiblement, ce FSR 4.0 ne serait que compatible avec ces nouvelles cartes graphiques AMD. Alors, il y en a qui vont se plaindre, mais pour moi, c'est logique parce que cette version d'FSR va être beaucoup plus accélérée avec une vraie IA, un petit peu comme le fait DLSS. Alors, on ne sait pas exactement encore ce que ça donne FSR 4.0, donc je dis juste que c'est censé ressembler plus à ce que fait les nouvelles versions de DLSS à partir de DLSS 2.0, mais du coup, ça doit utiliser des accélérateurs d'IA qui doivent être présents sur la carte graphique. Et ça, vous n'en avez pas sur la plupart des cartes graphiques AMD, et donc ça semble logique, ils ne peuvent que supporter que les dernières cartes graphiques qui ont été vraiment conçues pour ça. Donc, je trouve ça logique. Est-ce que c'est dommage? Oui, forcément, parce que la promesse d'FSR, ça a toujours été, ouais, vous pouvez l'activer même sur les cartes graphiques Nvidia, et là, visiblement, vous ne pourrez pas forcément l'activer sur toutes les cartes graphiques. Donc, il faudra voir si AMD arrive à rattraper le retard qu'ils ont avec FSR par rapport à DLSS. Ils ont leur avantage. FSR est bien souvent plus facile à implémenter et aussi fonctionne sur plus de cartes graphiques. Mais le résultat n'est pas aussi bon que DLSS ou même XeSS dans certains cas. Donc ça, comme les cartes graphiques, il faudra voir parce qu'on n'a pas plus d'informations pour le moment. On n'a pas d'informations sur la sortie exacte, comme j'ai dit, c'est le premier trimestre de cette année 2025. Et pour les prix, encore une fois, on ne sait pas. On ne sait même pas par rapport au RTX 5000 parce que sur leur slide, ils ont comparé au RTX 4000. Donc, est-ce que ces nouvelles cartes graphiques vont arriver à concurrencer les nouvelles RTX 5000? On ne sait pas trop. Ensuite, on a une autre news bonus AMD qui est selon moi très intéressante et c'est le fait qu'ils ont annoncé leur nouveau, alors le nom est assez horrible, mais bon, leur nouveau Ryzen AI Max et Max Plus en série 300. C'est des processeurs qui vont être plus puissants que les premiers Ryzen AI qu'ils ont déjà sortis et surtout qui vont avoir des GPU massifs. Pourquoi massifs? Parce que le Ryzen AI Max Plus 395 notamment, qui sera le modèle le plus élevé, aura jusqu'à 40 graphics core. 40. Pour information, déjà la puce Z2, vous l'avez vu, elle avait jusqu'à 16 graphics core. Donc là, on en a x2. On a un TDP qui va être beaucoup plus important parce qu'on pourra monter de 45 jusqu'à 120 watts. On pourra avoir jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée avec le GPU et le CPU. Exactement comme le fait Apple d'ailleurs, ce qui est assez intéressant. Et du coup, vous aurez aussi un cache assez important directement. Et donc, ces processeurs ont pour but de vraiment concurrencer premièrement Apple avec des ordinateurs qui auront des châssis plus fins ou qui seront en tout cas similaires au MacBook, mais aussi concurrencer du coup Nvidia sur le marché des ultrabooks. Là où vous auriez peut-être une RTX 4060 mobile ou même une 4070 mobile, ces du coup processeurs avec GPU intégré pourraient être assez similaires au niveau performance et donc offrir une offre intéressante, en tout cas pour les gens qui veulent justement ce genre de produit. On en arrive maintenant à la partie Nvidia et des annonces des RTX 5000. Alors, je vais me concentrer ici sur les cartes graphiques grand public des RTX 5000, mais il y a eu aussi beaucoup d'annonces au niveau serveur, IA, robotique, voiture autonome. C'est hyper intéressant. La présentation dure plus de 2 heures et je peux vous dire que 90% de la présentation est concentrée justement sur ces sujets-là et seulement 10% était vraiment concentré sur le gaming. Ce qui est logique aussi parce que le marché du gaming reste assez petit pour Nvidia. Donc voici la famille des RTX 5000. Nous en avons 4 qui ont été annoncées aujourd'hui. Les premières vont arriver fin janvier et les autres arriveront début février ou en tout cas pendant le mois de février. Donc les deux premières seront évidemment les RTX 5090 ou 5090 si vous préférez, ainsi que les RTX 5080. Vous aurez ensuite en février les RTX 5070 Ti et 5070. Donc on voit les prix en dollars. J'ai aussi les prix en euros. Donc normalement c'est 1199 $, mais c'est évidemment sans taxe aux États-Unis. Donc le prix pour information de la RTX 5090 en Europe, et je ressors mes notes pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi, sera de 2349 € avec les taxes évidemment. Ensuite la 5080 qui coûte 999 $, elle coûtera 1179 €.
La 5070 Ti coûtera du coup 749 $ ou 884 €. Et puis la 5070 à 549 $ coûtera 649 €. Alors, il y a une augmentation. Alors, les prix en dollars sont les mêmes que les RTX 4000 et notamment la 5080 a le même prix que la 4080 Super parce que la 4080, pour ceux qui ne se souviennent pas, était sortie à plus de 1300 $, 1399 $. Donc là, c'était la première bonne surprise, c'est qu'ils n'ont pas suivi le prix de sortie de la 4080, ce qui est selon moi une bonne nouvelle. Mais du coup, le prix en Europe, par contre, la conversion est un petit peu moins bonne. Pourquoi? Parce que, notamment, la 4080, aux États-Unis, elle vaut 999 $, la Founder Edition. En Europe, sur le site d'NVIDIA, ils indiquent que le modèle Founder Edition de la 4080 vaut 1139 € si je me souviens bien, ce qui n'est pas la même chose que je vous ai dit juste avant avec la 5080. Donc, je suppose qu'ils ont dû ajuster à l'inflation de l'euro et tout ça, mais c'est clairement dommage pour le consommateur européen qui a un petit peu un moins bon deal selon moi. Mais quand même une bonne surprise sur le prix de la 5080, même si ça reste, on va être très honnête, un sacré prix. Alors, pour les performances, nous avons juste des graphiques qui sont ultra basiques de la part d'NVIDIA. Je vous aime bien NVIDIA, mais franchement, ces graphiques-là ne disent pas grand-chose. C'est des graphiques dignes de Apple avec très peu d'informations. x1, x2, voilà, c'est tout. On a des barres, on n'a aucune barre horizontale pour voir à quoi ça correspond. On compare vite fait une carte à l'autre et on compare dans très peu de tests. Far Cry, A Plague Tale Requiem, Cyberpunk, Alan Wake, Black Myth Wukong, Descent Render, c'est même plus des jeux, et Generative AI. Pour moi, déjà, inclure des tâches professionnelles et des jeux dans le même graphique, un petit peu bizarre. Voilà. On va devoir clairement attendre les chiffres de performance de la part des reviewers parce que là, c'est pas très clair. Surtout que nous avons l'annonce de DLSS 4.0. Je vais en parler après, mais ça va influencer énormément de choses. Donc le seul jeu où il n'y a pas DLSS, où on peut vraiment comparer au final, mais c'est un jeu, donc c'est pas représentatif des performances en jeu. Parce que certains jeux, peut-être la différence sera encore plus importante. Et d'autres jeux, la différence sera peut-être moins importante. Et dans Far Cry 6, avec le ray tracing, on peut voir que cette 5090 par rapport à la 4090, du coup, hein, vous pouvez voir, c'est écrit ici, eh bien, elle est ça plus performante parce que le graphique n'est pas du tout clair. Mais si on regarde par rapport à x2, ouais, ça doit être 20 à 30% plus performante, je suppose. Si on regarde, la barre est un petit peu plus haute. C'est pas très clair, franchement. Mais c'est ce que je supposerais ici. Mais c'est juste un jeu, donc c'est pas du tout représentatif. Franchement, ces graphiques sont très beaux au niveau marketing. Mais pour le consommateur, pour avoir un peu plus d'informations, c'est juste mauvais. Et là, je me permets de référencer Intel quand ils ont fait l'annonce de la Arc B580. Ils avaient un graphique qui évidemment provient d'Intel, donc toujours à prendre avec des pincettes. Mais leur graphique avait genre 30 jeux affichés sur un seul graphique. Et c'était 30 jeux pas mal joués. Il y avait vraiment un petit peu de tout. Et ça, c'était selon moi une très bonne chose à faire au niveau marketing. C'est clair pour tout le monde. Et c'était plus transparent. Ici, pas très transparent. Je dirais même pas du tout transparent. On ne sait pas trop vraiment les performances réelles de ces graphiques parce que c'est des chiffres de performance très spécifiques. Et ça continue avec les autres graphiques, donc je ne vais pas me concentrer là-dessus parce qu'il faudra attendre la sortie des tests pour vraiment savoir. Mais vous pouvez voir que la 5080, c'est pareil. Voilà, le graphique n'est pas hyper clair. On a la même section de jeu et de benchmark. 5070, la même chose. Et enfin la 5070, à peu près la même chose. Le graphique à chaque fois par rapport à l'ancienne qu'elle remplace semble être à peu près toujours la même hauteur. Donc je dirais qu'à chaque fois ça semble être vraiment aux alentours des 20%, ce qui est pas mauvais. Mais encore une fois, il faudra vraiment voir ce que ça va donner une fois les tests de performance qui vont sortir. Alors, une autre chose surprenante avec ces RTX 5000, c'est le design des Founder Edition, et notamment la 5090. Vous pouvez voir cette carte graphique, vous pourriez vous dire « Ah, ça c'est la 5070 peut-être ». Non, non. La carte graphique que vous voyez actuellement, c'est la 5090. C'est même écrit RTX 5090. Et oui, vos yeux ne vous trompent pas, vous avez bien une carte avec 2 slots. Et elle dépasse un petit peu de la hauteur des slots, mais ça c'est pas très grave. Et elle fait un peu plus de 300 mm. Donc c'est un format
qui pourrait sans problème rentrer dans un PC mini TX. Et c'est une 5090. Et on peut aller voir les specs entières de ces cartes graphiques, elles sont disponibles sur le site. Et comme vous pouvez voir, alors déjà elle a plus de 21 000 coups d'accord, vous avez 32 Go de RAM en GDDR7, un bus mémoire de 512 bits, elle est juste massive. Enfin le GPU que vous avez sur cette RTX 5090 est juste massif. Vous avez évidemment le support de DLSS 4.0. On a du PCI Express 5.0 aussi, donc pour ceux qui ne sont pas encore compatibles, bah, ce sera intéressant d'y passer. Même si ce sera, selon moi, peut-être pas le plus important, surtout sur les cartes moins puissantes. Et puis oui, les specs, 304 mm, 2 slots et une consommation totale de 575 watts. Donc oui, c'est un monstre de puissance, mais surtout un monstre de consommation. Et la question que je me pose, franchement, c'est comment ils vont refroidir 575 watts dans un refroidissement de slot? C'est de la sorcellerie. Moi, je vous le dis, c'est de la sorcellerie. Hein. Je ne comprends pas. Alors, sur le live stream, en réalité de présentation, ils ont une vue explosée de la carte graphique qui permet de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est vraiment intéressant. Donc là, on a le GPU Blackwell, évidemment, qui est massif. C'est le plus gros GPU qu'ils ont jamais fait, selon eux. Vous avez aussi toutes les puces de mémoire GDDR7. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a énorme. Il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 4 au-dessus. Il y en a encore 5 ici. Il y en a 2 qui se cachent en bas. C'est un énorme nombre de puces. Et comme vous pouvez voir, oui, le PCB est au milieu de la carte. Je ne sais même pas comment ils vont connecter, par exemple, le port HDMI, tout ça. Je suppose qu'il y aura une sorte de rallonge ou autre chose. Mais oui, l'entièreté de cette 5090 est sur un mini PCB. Et du coup, de chaque côté, le flux des ventilateurs pourra passer à travers entièrement la carte. Et ça, forcément, ça semble logique. Ça va aider énormément au refroidissement. Et ma lampe d'ambiance bleue vient de mourir. Donc, ma foi, tout est un peu plus jaune. C'est pas grave. Dans tous les cas, c'est un refroidissement qui est très intéressant. J'ai hâte de voir vraiment les performances de refroidissement de cette carte. Mais ça semble logique que oui, vous avez forcément un meilleur refroidissement quand l'air peut passer à travers la carte. Parce que quand vous avez un refroidissement classique avec un PCB, l'air passe à travers le radiateur, ce qui ralentit déjà l'air, le flux d'air, et puis après il doit partir à 90 degrés et sortir sur les côtés. Ce qui évidemment n'est pas optimal au niveau d'un flux d'air. À chaque fois que vous rajoutez de la résistance à l'air, le débit, le flux d'air va diminuer tout simplement. Donc là, à mon avis, ça doit bien passer à travers le radiateur, vous avez un meilleur flux. Mais quand même, 575 watts dans un refroidissement de slot, c'est exceptionnel. Hein. Surtout quand vous voyez les cartes custom qui, elles, sont tout simplement massives. Je dirais même que certaines ont l'air d'être plus grosses que les RTX 4000. Donc c'est assez abusé. Il y en a qui sont plutôt raisonnables. Il me semble que notamment Asus a annoncé une Strix avec 4 ventilateurs. Il y en a 3 à l'avant, il y en a un autre derrière. Donc ça va être abusé au niveau de la taille. Donc ma foi, si vous voulez une RTX 5000 de petite taille, prenez une Founder Edition. Alors je voulais parler aussi spec d'une carte en particulier qui est la 5080. Au niveau spec, c'est moins impressionnant que l'amélioration qu'on a sur la 5090. Notamment, on a seulement 10 750 de coups d'accord, ce qui est pas une énorme amélioration par rapport à la 4080. Après, évidemment, on est sur une nouvelle architecture, Blackwell, qui va forcément avoir ses gains de performance juste parce qu'il y a des choses qui ont été améliorées. Vous avez aussi des nouveaux Ray Tracing Core de nouvelle génération, ainsi que des nouveaux Tensor Core de nouvelle génération, ce qui va aussi aider à améliorer les performances. Donc, il faut quand même en tenir compte. Et vous aurez aussi un TDP pour information sur cette 5080 qui sera de 360 watts maximum, ce qui est pas mal, mais évidemment, comparé à la 5090, est beaucoup plus raisonnable. Et toujours un design de slot, 304 mm de long et 137 de large. Le plus gros problème que j'ai avec cette 5080, c'est le fait que elle aurait pu être un peu plus grosse. Et notamment, elle aurait peut-être pu avoir un peu plus de RAM. Là, elle a 16 Go de GDDR7, ce qui est largement suffisant pour les jeux. Mais le truc, c'est que Nvidia a parlé beaucoup d'IA et d'IA générative. Et le truc avec les IA génératives, c'est que vous devez charger ces modèles, surtout si vous voulez faire les calculs en local, évidemment, mais vous devez charger ces modèles dans la RAM de votre carte graphique.
Donc plus vous avez de RAM sur votre carte graphique, plus vous pouvez charger un modèle plus important et donc avoir des meilleurs résultats. La 4090 est très bonne pour ça parce que vous avez 24 Go de RAM et là ça permet de charger des modèles assez importants. La 5090 va être certainement très bonne aussi parce que vous avez 32 Go de RAM et là c'est juste énorme pour charger des modèles d'IA. Mais du coup, la 5080 qui promet des performances normalement incroyables, surtout au niveau IA, ben, elle a juste 16 Go. Donc vous allez juste pouvoir charger exactement les mêmes modèles que la 1080. Les calculs seront faits plus vite, mais ce sera le même modèle. Donc ça, pour moi, c'est vraiment dommage. Surtout pour le fait que Nvidia nous parle d'IA, d'IA, et puis après derrière, ils castrent un petit peu les possibilités d'une carte graphique au niveau IA en ayant moins justement de RAM vidéo. Et ça c'est dommage. Et c'est aussi dommage pour les autres RTX 5000 parce que alors la 5070 Ti a 16 Go de RAM, donc là c'est bon selon moi, c'est ce qu'il faut pour une 5070 Ti. Et puis la 5070, elle évidemment a 12 Go. Et là encore une fois, pour tout ce qui est au niveau IA, surtout que selon Nvidia, la 5070 serait aussi performante qu'une 4090. Avec une énorme astérix parce que c'est dans certains cas très spécifiques où vous tirez vraiment parti des nouveautés de ces RTX 5000. Donc, en gros, pas vraiment. Et si on regarde vite fait d'ailleurs au spec de ces 5070, que ce soit la TI ou la non TI, vous pouvez voir encore une fois, on a de la GDDR7, ce qui va apporter son gain de performance, mais encore une fois, pour tout ce qui est IA, ça pourrait être limitant, surtout sur la 5070, le support de DLSS 4.0, et puis vous aurez un TDP maximum de 300 watts sur la TI et de 250 watts sur le non TI. Donc ça, c'est évidemment assez intéressant au niveau TDP, ça reste raisonnable et ça pourrait permettre de les mettre notamment dans des PC mini TX. Et la taille, alors encore une fois, je ne sais pas pourquoi ils le font à chaque fois, mais oui, la 5070 Ti ne sera que fabriquée par les partenaires Nvidia. Il n'y aura pas de modèle Founder Edition. Je ne sais pas pourquoi. Et puis la 5070 non Ti, du coup, elle aura un modèle Founder Edition qui sera assez compact. 242 mm de longueur, 112 mm de largeur et 2 slots. Et ça, c'est parfait pour rentrer dans n'importe quel boîtier mini TX, y compris mon boîtier mini TX de 5 litres que j'ai déjà montré dans une vidéo précédente. Donc ça m'intéresse personnellement. Même si le reste des specs, voilà, c'est une petite amélioration. Même au niveau coup d'accord, on a 6144 coups d'accord, ce qui est plus qu'une 4070, mais pas forcément plus qu'une 4070 Super. Parce que pour information, la 4070 Super, oui, on avait 7168 coups d'accord. Donc, je sais qu'elle est censée remplacer la 4070, mais en réalité, à l'heure actuelle, la carte graphique qui existe au même prix, c'est la 4070 Super. Donc, moi, c'est selon moi celle que beaucoup de gens vont regarder, surtout s'ils veulent acheter à ce budget-là. Donc, là, on a moins de coups d'accord. Oui, ces coups d'accord vont être plus performants, mais est-ce que ça va permettre de compenser la différence? On verra bien. Et on en arrive à DLSS 4.0 et tout comme l'arrivée de DLSS 3.0, ça apporte une nouveauté qui est seulement compatible avec les toutes dernières cartes graphiques Nvidia. Notamment, le multiframe génération sera seulement disponible sur les RTX 5000. Donc ici, Nvidia fait un petit tableau qui permet de montrer. Et vous pouvez voir que cette nouveauté, donc le multi-frame génération, c'est seulement sur RTX 5000. Vous avez toujours le frame génération qui fonctionne sur les RTX 5000 et 4000. Et puis le ray reconstruction fonctionne sur toutes les RTX, y compris les 2000. Et puis évidemment DLSS en tant que tel, ainsi que DLAA, fonctionne évidemment sur toutes les RTX. Du coup, qu'est-ce que le multi-frame génération ? Eh bien, c'est tout simplement le frame génération sous stéroïde, on peut le dire. Pourquoi? Parce que vous allez juste faire littéralement, on peut le voir selon cette image. Donc, vous avez le DLSS normal, où vous faites le rendu du jeu à une résolution moins importante, peut-être 1080p. Et puis après, vous utilisez DLSS pour repasser en 4K. Donc, ça veut dire que techniquement, les 3/4 de l'image sont générés par l'IA. Et puis après, vous aviez le frame génération qui... Au milieu de deux images générées normalement avec DLSS, vous aviez une image qui était entièrement générée par une IA. Et bien maintenant, le multiframe génération va littéralement générer 3 images supplémentaires entre deux images générées, on va dire,
normalement. Donc oui, 15, 15 pixels sur 16 sont générés par une IA. Il y a juste un pixel sur 16 qui sera généré par une IA. Ce qui est assez abusé quand on y pense. Et du coup, forcément, ça semble logique. Le gain de performance est juste massif. Donc là, vous avez quelques chiffres de performance justement qui permettent de l'illustrer. Et comme vous pouvez voir, la 5090 sur Alan Wake, vous avez, bon, le graphique n'est pas le meilleur, hein, encore une fois. Ça manque un petit peu de barre horizontale pour mieux voir, mais vous pouvez voir qu'il passe de un peu en dessous de 50 FPS à plus de 150 FPS avec notamment DLSS 3.0. Et puis avec le 4.0, on est à plus de 250 FPS. Alors, ça semble logique à dire. Les grosses annonces de chiffres de performance de la part d'NVIDIA, quand ils disent que oh, la 5070 est aussi performante qu'une 4090, c'est avec ce nouveau DLSS 4.0, donc avec le multiframe génération. Donc ça semble logique. C'est un petit peu la même chose qu'on a vu avec l'annonce des RTX 4000. Selon moi, c'est pas la meilleure façon de comparer parce que il faut que le jeu soit compatible déjà premièrement, et puis littéralement on compare une carte graphique qui a accès à une technologie et une carte graphique qui n'a pas accès à une certaine technologie, ce qui est valable évidemment parce que c'est une nouvelle carte graphique que vous pouvez acheter et cette nouvelle technologie peut être intéressante pour vous. Mais évidemment là on compare une pomme à une orange, ce qui est pas forcément la meilleure comparaison selon moi. C'est plus intéressant d'avoir aussi une comparaison sans DLSS pour voir les performances brutes. C'est bien d'avoir les deux. On peut voir l'intérêt de la technologie et l'intérêt de l'amélioration de l'architecture en tant que telle et des performances brutes. Mais là, malheureusement, tous les chefs d'NVIDIA qu'on a pour le moment sont basiquement tous basés sur DLSS 4.0. Et c'est pour ça que ces RTX 5000 ont l'air d'être incroyablement plus performantes que les RTX 4000, alors que ça pas, pour la plupart des gens, dans la plupart des jeux, ça ne va pas être le cas. Dans certains jeux, ce sera le cas, si vous activez DLSS 4.0 en tout cas, mais dans la plupart des jeux, ce ne sera pas le cas et ça va prendre un certain temps avant que la plupart des jeux soient update. Il y a aussi la question de est-ce que DLSS 4.0 marche bien? Est-ce que il n'y a pas trop de latence? Alors, pour justement supporter ce multiframe génération, NVIDIA a aussi introduit Reflex 2 qui va justement améliorer encore plus la latence de rendu du jeu. Ce qui est une bonne chose et ça permettra justement de en partie rendre possible le multiframe génération. Mais honnêtement, on ne sait pas ce que ça va donner avant de le tester par nous-mêmes pour vraiment voir s'il n'y a pas des trucs bizarres. Parce que personnellement, DLSS 3.0, quand le jeu est rendu à plus de 60 FPS déjà de base avec DLSS sans le frame génération et que vous activez le frame génération, vous allez passer souvent de peut-être, si vous êtes à 70 FPS, vous allez passer peut-être à 100 FPS. Et là, franchement, ça marche plutôt bien selon moi. Mais quand vous êtes en dessous de 60 FPS, là où ce serait le plus intéressant d'avoir ce genre de technologie, moi je sens un petit peu de latence quand même. Je sens qu'il y a quelque chose qui est juste pas normal. Ça dépend un petit peu d'un jeu à l'autre. Je le remarque plus sur certains jeux. Les jeux de stratégie, par exemple, vous avez une vue d'une map et tout ça global, je le remarque moins, franchement, parce que c'est moins important. Je remarque plus l'amélioration de la fluidité, donc ça c'est nickel pour moi. Mais dans les jeux plus nerveux, je ne suis pas un grand fan, en tout cas de l'activer quand vous avez moins de 60 FPS de base avec DLSS sans le frame génération. Donc je me demande personnellement, est-ce que ça va être la même chose avec le multiframe génération? On verra bien justement quand les cartes graphiques seront sortis, qu'on pourra le tester. Et aussi très vite fait, je tiens à préciser qu'ils ont annoncé que évidemment DLSS de base, sans même le frame génération ou le multiframe génération, va continuer d'être amélioré, ainsi que le reconstruction. Ils ont montré des nouveautés. Donc même si vous avez une ancienne RTX, vous devrez avoir une amélioration avec les nouvelles versions de DLSS qui vont arriver. Ça, c'est une bonne chose. Et évidemment, pendant que j'ai édité la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai oublié quelque chose, c'est le fait qu'ils ont aussi annoncé évidemment des RTX 5000 pour ordinateur portable. Donc là, on peut voir justement qu'il y aura une 5090 qui sortira dans des ordinateurs portables à partir de 2899 $. Nous aurons des 5080 à partir de 2199 $. Donc c'est l'ordinateur entier, hein, je tiens à le préciser. 5070 Ti à partir de 1599 $. Et vous aurez la 5070 à partir de 1299. Ce qui, en réalité, évidemment c'est sans taxe, mais ça semble être des prix assez serrés par rapport notamment
aux anciennes RTX 4000. Je me souviens, par exemple, la 4090, c'était 4500, 5000 euros pour un ordinateur portable. Et là, on a aussi l'option de la 5070 Ti qui s'est insérée. Maintenant, les performances, évidemment, il faudra voir parce que je rappelle que les 4000 mobiles, vous aviez le fait que la 4090 mobile, c'était basiquement une 4080 de PC fixe avec une fréquence diminuée. Donc là, il faudra voir exactement le genre de sacrifice qu'il y a eu aussi. Et du coup, c'est à peu près tout pour ces annonces Nvidia ainsi que AMD. Encore une fois, il y a énormément d'annonces, même de la part d'AMD au niveau serveur, au niveau IA, et c'est très intéressant, mais j'en traiterai plus dans une future vidéo parce que là, cette vidéo est déjà largement assez longue. Donc, on va en rester ici. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, laissez un pouce rouge. On se retrouve pour une prochaine. Je vous dis ciao, ciao.